Bonjour, nous allons voir la deuxième partie du chapitre ouvrage de soutènement dans lequel nous allons détailler les équilibres limites concernant les calculs des contraintes et des forces. Alors, les équilibres limites, nous rappelons qu'ils correspondent à la rupture du sol qui est mobilisée et nous avons introduit dans le cours précédent les équilibres de poussée et de butée. Et pour traiter ce problème, nous allons voir en premier lieu la théorie de Rankine. Alors, cette théorie, elle considère les états de contrainte dans le sol. Pour cette raison, le calcul des contraintes, il sera également détaillé pour les cas à court terme et long terme. On évoquera également les directions des plans de rupture et on terminera par le calcul des forces. Alors, l'hypothèse de base de la théorie de Rankine. Comme on le voit sur les deux figures, en partant du cas du massif à surface horizontale, nous voyons que les contraintes sont la contrainte verticale sur la facette horizontale et la contrainte horizontale sur le plan vertical. Alors, cette répartition de contraintes en présence de l'ouvrage de soutènement va être conservée. Comme on voit ici, lorsqu'on s'approche de l'ouvrage de soutènement, la contrainte verticale elle est toujours sur cette facette horizontale et la contrainte horizontale demeure perpendiculaire à la facette verticale qui représente le mur. D'une autre manière, on néglige le frottement qui existe entre le sol et l'ouvrage. Donc, le frottement entre l'ouvrage de soutènement et le sol n'est pas pris en compte par cette théorie. Alors, pour les contraintes de poussée et de butée dans un massif à surface horizontale et les angles, les directions des plans de rupture, pour le cas d'un sol cohérent et frottant. Donc, nous avons bien dit que lorsque la rupture est atteinte dans le sol, l'état de contrainte représenté par le cercle de Mohr doit être tracé de sorte que le cercle soit tangent avec la courbe intrinsèque que l'on voit ici. Voilà la courbe intrinsèque définie par la pente, c'est l'angle de frottement, l'ordonnée à l'origine c'est la cohésion, mais bien sûr en considérant les cas de cisaillement positif et négatif. Alors, on va essayer de préciser comment on établit les contraintes de poussée et de butée. Donc, si on commence par le cas de la butée, donc nous avons dit que la butée, c'est un équilibre où la contrainte horizontale, c'est elle qui augmente jusqu'à produire la rupture. Alors, la contrainte verticale, elle reste constante, représentée par la lettre V. Alors, si nous prenons le cercle de la butée, donc on va considérer ce triangle O'M OB. Dans ce triangle, on va écrire tout simplement qu'est-ce que c'est que sinus phi. Alors, sinus phi, comme on le voit ici, c'est le rayon NOB sur l'hypoténuse O'B. Le rayon n'est autre que la différence entre la contrainte de butée et la contrainte verticale sur 2. On le voit ici, NOB. Et O'B, c'est la valeur de la contrainte moyenne. Donc, c'est la somme de la contrainte verticale plus la contrainte de butée divisé par 2. Et ceci nous donne la distance jusqu'à l'origine. Il faut ajouter cette petite distance au prime origine du repère. Et cette distance n'est autre que c'est cotangente phi. Alors, lorsqu'on développe cette équation-là, alors on retrouve l'équation numéro 2. L'équation numéro 2 qui est là. Qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne sigma b, la contrainte de butée, égale ce rapport-là,
1 plus sinus phi sur 1 moins sinus phi fois sigma b, plus 2c cosinus phi sur 1 moins sinus phi, que l'on peut écrire d'une autre manière, sachant que 1 plus sinus phi sur 1 moins sinus phi, c'est tangente carrée phi sur 4 plus phi sur 2, c'est ce coefficient, et le deuxième terme n'est autre que la racine de ce terme-là. Alors, de la même manière, on va établir la contrainte de poussée, c'est-à-dire nous allons considérer le triangle relatif au cercle de la poussée, et dans ce triangle-là, on continue toujours à dire que sinus phi c'est le rayon, et le rayon c'est sigma b moins la contrainte de poussée sur 2, divisé par la contrainte moyenne qui est la somme, plus c cotangente phi, et de cette manière, nous allons retrouver l'équation 1 qui est là. Alors bien sûr, nous considérons ce calcul pour le cas d'un massif à surface horizontale à une profondeur z où la contrainte verticale est égale à gamma z. Alors, on va parler un peu du cas particulier sol purement flottant, c'est-à-dire que la cohésion est nulle. Alors, dans ce cas-là, l'expression de la contrainte, elle se simplifie puisque c égale à 0. Et on voit que la contrainte de poussée, c'est sigma b tangente carré pi sur 4 moins pi sur 2, alors que sigma b, c'est sigma b tangente carré pi sur 4 plus pi sur 2. Le coefficient de poussée, qui est l'inverse du coefficient de butée. Alors que dans le cas d'un sol purement cohérent, c'est-à-dire phi égale 0, bien sûr, en mettant phi égale 0 ici, on va obtenir 1, et on va avoir Kp égale Kb égale à 1. Ça veut dire que la résistance au cisaillement, elle est régie par la droite intrinsèque qui est parallèle à l'axe des taux. Alors ici, donc lorsque nous allons écrire cette équation-là, elle va être plus simple, sachant que Kp égale Kb égale 1, donc on va obtenir sigma poussée égale sigma b moins 2c, et sigma butée égale sigma b plus 2c, comme on le voit ici. Alors, nous allons maintenant passer pour la précision suivante. La contrainte de poussée, il faut qu'elle soit positive ou nulle. Parce que d'après l'expression de cette contrainte, on voit qu'elle peut être négative pour z égale 0, et il faut déterminer la profondeur à partir de laquelle cette contrainte est nulle, puis elle devient positive. Pourquoi? Parce que, sachant que la répartition de cette contrainte elle est linéaire, ça veut dire que par le calcul, elle peut être négative ici, à une certaine valeur qui est donnée par z2c sur gamma divisé par racine de Kp. Cette contrainte commence à être positive au-delà du point O. Ce qu'il faut tout simplement ne pas oublier, c'est qu'on ne peut pas admettre une contrainte de poussée négative. C'est comme s'il s'agissait d'une traction dans le sol, que le sol ne peut pas subir. Donc, ça veut dire que la première remarque sur la contrainte de poussée, il ne faut jamais prendre une valeur négative. Elle est nulle ou positive. Si elle est négative, ça veut dire qu'elle vaut 0. Alors, il faut remarquer encore, à propos des coefficients de poussée et de butée, ils ont été introduits au départ pour dire qu'il y a une proportionnalité entre les contraintes verticales et les contraintes horizontales. On va dire c'est pour comprendre le phénomène. Mais dans les calculs sur le plan pratique, nous n'avons besoin que des contraintes, c'est-à-dire de sigma p et sigma b que nous avons donc trouvées. Alors, pour les directions de plan de rupture, alors il n'est pas difficile de montrer que si le sol que vous voyez ici, il travaille en poussée parce que
ce mur ou cet ouvrage, il est libre de se déplacer ici, la direction du plan de rupture par rapport à l'horizontale est déterminée par cet angle pi sur 4 plus pi sur 2. Alors que dans le cas de la butée, il est un peu plus petit et il est égal à pi sur 4 moins pi sur 2. Alors nous allons nous limiter à prouver cette valeur parce que cette valeur elle correspond à un cas qui a été, on va dire, introduit dans le cours lors du chapitre résistance au cisaillement. Comment? Lorsque nous revenons à l'essai triaxial, que l'on voit ici, donc l'essai triaxial, normalement, l'éprouvette, elle serait avec une rotation de pi sur 2 à droite, mais nous, on l'a mis de cette manière pour dire que la contrainte verticale, pour le cas de la butée, qui est la contrainte la plus petite, elle correspond à sigma 3 de l'essai triaxial, alors que la contrainte de butée, qui agit sur le plan vertical, c'est la contrainte sigma 1, c'est la contrainte majeure. Alors, nous avons montré que cet angle-là, dans le chapitre résistance au cisaillement, est égal à pi sur 4 plus pi sur 2. Alors, cette direction de plan de rupture, elle correspond exactement à celle-ci, parce que ces deux directions du plan de rupture que vous voyez peuvent être tout simplement, on va dire, symétriques par rapport à l'horizontale, parce que si ce plan correspond à un cisaillement positif, l'autre va être pour un cisaillement négatif. Alors, lorsque nous traçons, nous disons que ça c'est un plan de rupture et ça c'est le même. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que ici, cet angle-là, cette droite est symétrique par rapport à l'autre, donc par rapport à l'horizontale, c'est toujours bêta, c'est cet angle-là. Et lorsqu'on voit les deux triangles ici, cet angle-là ne peut être que alpha. Donc alpha plus bêta égale à pi sur 2, d'où on vérifie que bêta ne peut être ici égal que pi sur 4 moins pi sur 2. Donc voilà pour dire comment on détermine les plans de rupture pour le cas de la butée, également le cas de la poussée. Alors, maintenant, nous allons, on peut dire, analyser le cas du massif à surface inclinée ou en pente pour le cas du solement purement flottant. Il va nous donner un peu plus de clarté sur les contraintes, mais le raisonnement est exactement le même comme pour le cas du massif à surface horizontale. Donc nous avons un massif en pente et un écran rigide vertical. Alors, nous avons établi depuis le début du cours de MMC appliqué au sol que sur une facette parallèle à la pente, la valeur du vecteur contrainte c'est gamma z, gamma fois z, indice z cos bêta, pour le cas du sol purement flottant. Alors que la contrainte qui agit sur un plan vertical, cette contrainte P, c'est une contrainte qu'on peut déterminer par la représentation de mort. Alors nous, jusqu'ici, nous connaissons la valeur de module ou la valeur de cette contrainte, c'est-à-dire la contrainte qui est là. Alors, pour produire la poussée et la butée, le raisonnement il est le même. Lorsque je vais produire la butée, l'écran rigide va se déplacer vers le sol. Et bien sûr, nous allons tracer un cercle de bord qui doit passer par ce point, l'équivalent de la contrainte verticale lorsque le massif était à surface horizontale. Donc, il doit passer par ce point, il doit être tangent à la courbe intrinsèque. Donc, ceci, c'est une première possibilité. Bien sûr, ce cercle correspond bien à la butée. Pourquoi? Parce que la contrainte sur le plan horizontal doit être certainement plus grande que cette contrainte-ci. Alors, comment on détermine cette contrainte? Par la méthode du pôle. Comment? C'est-à-dire, nous allons partir du point qui représente cet état de contrainte et tracer la parallèle au plan sur lequel il agit. Le plan il est incliné, parallèle à la surface de massif. Donc voilà, je trace cette parallèle et je trouve le pôle qui est ici. À partir du pôle, je trace la verticale, parce que cette contrainte elle agit sur la verticale. Et si je trace la verticale, je trouve le point correspondant. C'est-à-dire que le vecteur contrainte qui s'exerce sur la facette verticale en face de butée, c'est ce vecteur que vous voyez ici. Et on peut le calculer, bien sûr. Alors, de la même manière,
on va voir que la poussée se fait de la même manière. Pour la poussée, nous avons dit que c'est plutôt ce sol qui se déplace vers l'écran. Alors, on va tracer un cercle de mort qui passe par l'état de contrainte connu, mais qui est, on va dire, à gauche, tangent à la courbe intrinsèque. Alors, par le même raisonnement, on trace à partir de ce point-là parallèle à la facette inclinée, on trouve le pôle, à partir duquel on trace la verticale, et on trouve le point qui correspond au vecteur contrainte de la poussée. Donc, bien sûr, ce calcul se fait, même analytiquement, et vous pouvez vérifier que le vecteur P, dans le cas de la poussée, c'est-à-dire ce vecteur qui est dirigé vers l'angle β par rapport à la normale, est égal à ce coefficient, qui s'exprime bien sûr en fonction de β et de phi, fois le vecteur contrainte gamma z cosinus β. Et de la même manière, pour le cas de la butée, on va avoir la même équation, mais bien sûr, juste ne change que le coefficient de butée, qui est tout simplement l'inverse du coefficient de poussée. C'est-à-dire, on va avoir un plus ici et un moins ici. Donc, dans ce cas-là, voilà comment on trouve l'état de contrainte, ou les contraintes de poussée de butée pour un massif à surface inclinée. Alors, maintenant, on va parler un peu du cas des sols fins saturés pour le cas d'un sol cohérent et frottant. Donc, d'après l'étude de la résistance au cisaillement, nous savons très bien que de tels sols, dans le cas saturé, possèdent une résistance à court terme non drainée et pour laquelle on fait intervenir la cohésion non drainée, l'angle de frottement non drainé, c'est U. Alors, dans ce cas, le calcul est fait en contrainte totale, c'est-à-dire, lorsqu'on veut calculer la contrainte horizontale, il faut qu'elle soit une contrainte totale, c'est-à-dire la somme d'une contrainte effective plus la pression interstitielle. Rappelons très bien qu'à court terme, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écoulement d'eau, et la pression interstitielle va être tout simplement régie par l'équation de la pression dans le cas statique, c'est-à-dire U égale gamma W fois Z, dans le cas d'un sol saturé. Donc si je cherche à écrire la contrainte horizontale avec K0, nous l'avons bien dit, K0 s'applique en termes de contrainte effective. Donc, sachant que U est égal gamma W fois Z, on va écrire K0 fois sigma prime, qui est sigma B moins U, et puis on ajoute la pression interstitielle. Comme ça, on détermine la contrainte horizontale. Si c'est le cas de la poussée ou de la butée, le raisonnement est le même. On va écrire que c'est le coefficient de poussée, qui est là, multiplié par sigma prime B, donc sigma B moins U, c'est comme ici, moins 2 CU, parce qu'on a une cohésion CU, racine de Kp, mentionnant que Kp doit être exprimé en fonction de phi U. Ici, ça doit être phi U. Ça, c'est la contrainte effective à laquelle on ajoute la pression interstitielle. Alors, pour la résistance à long terme, il y a une bonne ressemblance, mais il va y avoir une petite différence. Lorsqu'on a une résistance à long terme dans le cas drainé, c'est-à-dire qu'en termes d'équilibre dans l'eau va s'évacuer, elle va être en mouvement. Il faut attendre un certain temps. Alors, la pression interstitielle n'est plus régie par le cas où l'eau est, on va dire, en équilibre statique. Alors, voyons au départ comment on écrit la contrainte. On va l'écrire de la même manière. Kp, sigma prime B, qui est sigma B moins U, moins 2 C prime racine de Kp. Alors, à long terme, nous savons très bien qu'il faut prendre les caractéristiques consolidées drainées, C prime et Φ prime, et Kp doit être égal tangente carré pi sur 4 moins Φ prime sur 2 pour ce cas-là. Alors, le plus important, c'est de dire comment on calcule U. Alors, U, la pression interstitielle, elle est associée à un problème d'écoulement d'eau permanent. Et on doit faire l'étude de l'écoulement permanent en déterminant la charge hydraulique. On sait très bien que la pression interstitielle se détermine de cette équation de la charge hydraulique. Donc il faut calculer H, et par la suite déduire la valeur de la pression interstitielle. C'est cette valeur que vous devez mettre ici. Mais le plus important ici,
c'est que si je compare le cas à court terme, je n'ai qu'une seule répartition où la contrainte est totale. Alors que si je fais un calcul en contrainte effective, j'ai un diagramme de contrainte effective et j'ai un autre diagramme qui nous montre la répartition de la pression interstitielle. C'est-à-dire qu'il va falloir faire calcul de deux forces, l'un correspondant aux contraintes de poussée et de butée et l'autre correspondant à l'action de lutte. Alors, maintenant, on termine par le calcul des forces. Alors, normalement, ici, on a pris un cas, on va dire, simple. On a un mur de soutènement sous deux formes et on a montré les diagrammes des contraintes de poussée. Mais essayons de dire la force de poussée, c'est quoi? Alors, si on revient à l'expression de la contrainte de poussée, qui n'est autre que gamma z fois ce coefficient Kp, moins 2c fois racine de Kp, il faut intégrer cette contrainte sur la hauteur h de tout l'ouvrage, avec, bien sûr, en faisant un calcul par mètre linéaire. Alors, lorsqu'on fait le calcul, c'est cette équation qu'on obtient. Et le plus important, on sait très bien que dans le cas d'un sol purement frottant, C égale 0, le diagramme commence de 0. Donc, si on voit qu'est-ce que c'est que la force de poussée, bien sûr, puisque C égale 0, ce terme s'annule, et on voit très bien que la partie qui reste, c'est bien l'aire de ce triangle. C'est quoi? C'est 1/2 fois gamma h, parce que la contrainte verticale ici, gamma h, fois le coefficient de poussée. Donc, lorsqu'on écrit Kp gamma h fois 1/2 de h, on trouve la valeur de la force de poussée. On voit très bien qu'elle reste horizontale comme la contrainte. Alors, pour dire que c'est la même chose pour le cas où le massif est incliné, ça veut dire qu'on calcule les vecteurs contraintes pp, déjà qu'on vient de discuter depuis quelques minutes pour le cas du massif à surface inclinée, et on voit très bien que la répartition des contraintes doit être parallèle à la pointe avec l'angle β, et la force de poussée va être exactement donc l'aire de ce triangle qui donne la répartition des contraintes de poussée sur le mur. Et ceci, bien sûr, dans le cas d'un sol purement frottant. Voilà, donc nous terminons cette première partie, et dans la deuxième partie des équilibres limites, nous allons voir la théorie de Coulomb. Donc je vous donne rendez-vous à cette présentation. Merci pour votre intérêt.